Vous êtes dans la zone réservée au sport sur Télé Goël. Bienvenue dans Hors Zone, votre magazine sport en plein cœur de l'agglo Lens-Liévin. Aujourd'hui, on va prendre place aux côtés de l'équipe type d'Hors Zone. On va commencer avec le meilleur passeur de Télé Goël. C'est le reporter de notre équipe, c'est Thomas Verbouche d'Alchambre. Belle présentation, merci Fred. Bonjour Fred, bonjour à tous. Vous serez avec nous, donc on parlera notamment sticker aujourd'hui dans le clapping. Il y a plein d'albums, on en parlera un peu plus tard. Ouais. On parlera également avec le super remplaçant de l'équipe dans le point supporter, c'est Eddy Janda. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, je vous adorais le terme super remplaçant. Je suis le Golden Boy. Golden Boy de Télé Goël. Donc on reviendra sur le match Strasbourg-Lens, sur le report de la rencontre amicale Amiens-Lens. Et le meneur de jeu aujourd'hui, il vient d'être réélu à la tête du comité olympique départemental du Pas-de-Calais. C'est Bruno Piekkowiak, notre invité. Bonjour Bruno. Bonjour à tous et encore merci à Télé Goël de nous recevoir. C'est un plaisir. Et merci à vous d'être venu aujourd'hui dans nos locaux. On parlera des JO 2024, de la préparation du territoire du bassin minier à ces JO qui arriveront, on l'espère, on croise les doigts, dans 3 ans s'il n'y a pas de report. On a encore plein de choses à vous montrer. Vous êtes dans Hors Zone et tout de suite, on prend la direction de la Gaillette. On va sur les terrains. Et on commence bien sûr avec le Racing Club de Lens qui s'est imposé d'une très belle manière face au Racing Club de Strasbourg à l'extérieur dans un stade de la Méno complètement désert. Le RC Lens s'est imposé sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Massadio Haïdara et du tank Seko Fofana. On peut également souligner la très belle prestation de Jonathan Klaus. Au classement, Lens reste 5e et devance l'Olympique de Marseille. La course à l'Europe est plus que lancée en ce qui concerne le Racing Club de Lens. On vous parle également de ces championnats arrêtés. C'est officiel, on l'a appris mercredi soir. La Fédération française de football a officialisé l'arrêt des championnats régionaux et départementaux. La saison blanche a été décrétée pour ces championnats et pour les coupes, sauf pour 2 championnats. La Nationale 2 en ce qui concerne les hommes et la Division 2 féminine. Et ces championnats vont être étudiés encore une fois lors d'une réunion pour savoir si on peut reprendre les compétitions ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça devait être le dernier match du VCH. On parle volleyball et Thomas, rien ne s'est passé comme prévu. Ce week-end, pas beaucoup de matchs. Comme les hommes de Loïc Bouanda placés à l'isolement la semaine dernière, les filles de Émilie Hipp n'ont également pas joué ce week-end face à Quimper, qui devait être leur dernier match de saison. La raison évoquée par la coach, tout simplement, nous sommes toutes considérées comme cas contact. Plusieurs tests ont été réalisés et nous en ferons également la semaine prochaine. Ce match doit être reprogrammé, cette 16e journée. Ça devait être le dernier match. Mais il y a les playoffs qui arrivent, le VCH doit y participer, donc ça va être un peu difficile d'organiser ce match. On va suivre ça et on vous en parlera prochainement dans Hors Zone. Et comment vont les hommes du HVB? Mieux, j'espère? Eh bien non, pas mieux Fred, on a contacté Claude Clément cette semaine, le président du HVB, et voilà les nouvelles, 5 cas de Covid, dont le préparateur du groupe, alors que 2 matchs étaient prévus ce week-end, samedi face à Beauvais, Conflans dimanche. On oublie ces 2 matchs, ils sont tous les 2 reportés. D'après le président, le match contre Beauvais devrait se tenir en semaine, peut-être la semaine prochaine. Et le match contre Conflans devrait être maintenu un dimanche. C'est un coup dur pour les Arnésiens qui ont quand même été premiers pendant toute la saison et qui ont perdu leur première place avec 2 matchs de retard. Avignon est repassé devant. On parle aussi de futsal. Là, enfin, on a des images. Là, on a des images, Thomas. Et ça ne concerne pas des équipes de l'agglomération, même s'il faut rappeler qu'il y a des équipes de futsal même, au sein de la ville de Lens. Mais ça s'est passé ce week-end à Lens. En match en retard de la première division française, Béthune, 11e en bleu sur vos écrans, a affronté Asnières, 2e en noir, un prétendant au titre de champion de France, qui a largement dominé la rencontre avec 6 buts consécutifs, puis 3 inscrits en fin de rencontre par les Béthunois. Score final 6-3. Une défaite donc pour les hommes d'Aldo Canetti et Yannick Ansart qui affronteront ce week-end Toulouse, 10e juste devant eux. Pour Béthune, 2 victoires, 16 matchs. Il reste 6 matchs donc pour espérer se maintenir en première division, un classement qui est dominé par Douai. On parle de vélo maintenant et pas de volley, j'allais dire volley, non c'est le vélo. Pour les 4 jours de Dunkerque qui devraient se tenir si tout va bien du 4 au 9 mai prochain, même si Paris-Roubaix devrait être reporté. La ville de Saint-Goël est sur la route des cyclistes qui arriveront de Mazingarbe et se dirigeront vers Bouvigny-Boyef. On voit l'affiche juste derrière vous Fred. La commune recherche donc des signaleurs bénévoles qui assureront la sécurité de la course et préviendront les automobilistes. Seule condition, avoir le permis de conduire, être disponible entre 10h et 14h le vendredi 7 mai. Pour
Pour vous inscrire, par contre, c'est jusqu'aujourd'hui. Donc contactez vite la mairie pour participer à ce bel événement qu'on espère qui sera maintenu donc du 4 au 9 mai. Et on vous dit également que du côté du Paris-Roubaix, alors il n'y a pas de décision officielle encore, mais on se dirige vers un report de la célèbre course sur les pavés du Nord et elle pourrait se tenir en octobre. On attend donc les officialisations de la part de la direction. Si sur les terrains, quelquefois ce n'est pas possible de jouer, eh bien il est possible de parler sport et même de faire du sport sur une application développée pour le sport dans le Pas-de-Calais, Thomas. C'est ça, vous aimez le sport, vous aimez le Pas-de-Calais, vous avez l'application Sport 62 qui est faite pour vous. Elle a été lancée, Bruno, vous devez bien la connaître, du coup par votre comité. Elle est mise à jour quotidiennement, elle est gratuite. C'est des journalistes qui postent des publications, des articles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc on a démarré déjà par un magazine. Un simple magazine. Et puis ce magazine, effectivement, il s'est doté effectivement d'un succès. Et à un moment donné, on a dû passer au numérique. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place une application. Donc c'est tout un système, des programmateurs, avec des gens compétents et tout, de qualité. Donc on est arrivé à cette application qui aujourd'hui est à la portée de tout le monde. Et elle est consultée. Elle est consultée. Alors je ne peux pas aujourd'hui systématiquement vous dire le nombre de personnes qui consultent parce que on a justement un programme qui le donne, mais là moi j'ai pas les chiffres en tête. Mais aujourd'hui on est quand même sur une application qui est gratuite, mais je tiens à le dire, elle est accessible au comité, mais aussi au club. Ça veut dire aujourd'hui, on parle d'un club de la CAL, à la limite, qui organise un événement national ou international, je dirais quand tout ira bien, mais où passer des annonces, eh bien ça peut être envisageable. On reste bien sur le mot sport. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Si ce n'est qu'à la limite, on peut parler de la relance du sport. Ça peut être aussi à un moment donné les clubs de la CAL pour relancer le sport. Bah justement, par contre là sur cette application, on voit un article par exemple sur l'arrêt de la Nationale 2 et la Nationale 3, un article sur la plus jeune pilote en aéronautique. Camille Delessal, et aussi ça parle de la victoire du RCL face à Strasbourg. Voilà, alors moi je voudrais ajouter aussi sur cette application, vous avez des thématiques là-haut, et vous avez une thématique qui est le club. Et quand vous partez le club, je cherche un club. De quoi ? Judo, tir à l'arc, rugby, basket, randonnée. Vous pouvez trouver le club, ce qu'on appelle mon club près de chez moi. Donc du coup, la personne ou la famille qui veut s'engager dans une association peut retrouver au travers de cette application à la fois l'actualité, mais à la fois aussi trouver un club là où je peux aller faire une activité sportive ou un sport de compétition. Donc et est-ce que les clubs du Bas-Saint-Minier répondent présents ? Est-ce que vous recevez vraiment des messages de la part de ces clubs ? Alors, on va dire, pas dans sa totalité, parce que notre journaliste, lui, il récupère effectivement les premiers événements dans le département, mais aussi au travers des agglomérations. Mais effectivement, nous, ce qu'on attend, justement, c'est au travers des gens qui sont impliqués à leur association, c'est d'avoir, justement, cette possibilité de nous contacter et de dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai prévu un tournoi de volley, j'ai prévu un tournoi de judo. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre une annonce parce qu'aujourd'hui je vais recevoir telle équipe ou telle personne. Donc ça, il y a possibilité. Donc je dis franchement, on a aussi un tri au début parce que je fais un vide-grenier pour le. C'est pas le but de le sport. Voilà, c'est pas. On reste bien figé sur le sport. Hein. On reste bien figé sur le sport, mais accessible à tous. Et Dijon, vous connaissez cette application ? Pas du tout, non, mais je vais aller voir en rentrant, je vais aller regarder. Ouais. Alors justement, on parle de foot sur cette application, on revient notamment sur la victoire du Racing Club de Lens en Alsace. On aura l'occasion de parler de ce match Strasbourg-Lens avec vous et Dijon, mais on va rester dans le football, dans le football collection. On va vous expliquer tout ça dans le clapping. Alors Fred, regardez, j'ai un petit cadeau pour vous. Oh, c'est gentil, merci Thomas. Le livret Panini de l'Union Sportive Noyelloise. Mais c'est génial. Avec quelques vignettes. Voilà, vous allez pouvoir coller pendant l'émission. C'était lancé par l'USN, l'Union Sportive Noyelloise, par Ludovic Sibirin. Il y a 400 vignettes à collectionner. Ah, quand même. On en parle davantage dans le clapping. L'US Noyelles-sous-Lens dispose depuis quelques mois d'un nouveau terrain, de nouveaux locaux dont les 360 licenciés n'ont pas pu encore profiter lors d'un match. Mais depuis quelques semaines, un album à leur effigie attire l'attention. À l'intérieur de cet album du club, simplement, vous allez retrouver les petites vignettes de chaque licencié du club. Donc ça va des jeunes équipes masculines jusqu'aux seniors, vétérans, féminines. On ne vous cache pas
les sourires de chaque enfant lorsqu'ils ont ouvert la première pochette Panini, c'était magnifique. 17 catégories à compléter comme un album Panini que les passionnés de football connaissent bien. L'Union sportive noyelloise s'est associée à un éditeur professionnel et des partenaires qui ont permis de réduire le coût de fabrication de près de 400 vignettes à collectionner. Et l'initiative a connu un franc succès. On avait donc 1500 pochettes en vente sur la première semaine et en 2-3 jours, l'ensemble des pochettes a été vendu. On a fait du coup un réassort de 1500 pochettes qui arriveraient donc aujourd'hui ou demain. Et sur les 1500, vous avez déjà 800 pochettes qui sont déjà précommandées. Donc ce qui fait qu'il nous reste vraiment plus de 700 sur les prochaines qui arrivent. Une réussite qui permet au club de renflouer un peu les caisses. Les recettes viennent à manquer à cause de l'annulation de tous les événements sportifs. Les manifestations représentent 30% du budget global sur l'année, donc ce qui n'est pas négligeable. Malheureusement, on a dû s'adapter. L'album Panini arrive, on va dire, au bon moment parce que ça va nous permettre de mettre un petit peu d'argent dans les caisses du club, notamment grâce aux partenaires aussi qui ont bien joué le jeu. On a été voir beaucoup d'entreprises du secteur qui ont joué le jeu et tout de suite nous ont dit OK pour venir à l'intérieur, ce qui permet aussi d'engranger un petit peu plus de bénéfices. Pour obtenir votre pochette de 8 vignettes à 1 €, rendez-vous dans certains commerces de la commune ainsi qu'aux permanences du club lors notamment des entraînements le mercredi. Pour les jeunes qui souhaiteraient intégrer l'US Noyelles-sous-Lens, des portes ouvertes seront organisées dans les prochaines semaines. Alors Fred, vous êtes pris de passion là pour le magazine. Ah, totalement là. 1 € les 8 vignettes et 2,50 € pour l'album avec une pochette. Et Fred ou Eddy par exemple, vous avez déjà collectionné vous les albums Panini? Ouais, moi perso ça s'est arrêté juste avant la Coupe du Monde 2006. J'étais encore fidèle à Panini et j'avais réussi à aller jusqu'au bout d'un des albums. Ça doit être 2004, il me semble. Mais il doit être précieux, il faut le revendre. Non, non, je le garde, ça c'est précieux, je le garde. Et vous, Bruno? Oui, moi j'ai souvenir justement des anciens joueurs, comme je disais tout à l'heure, avec Henri Michel, avec l'équipe de Saint-Etienne, le FC Nantes, le Racing Club de Lens. Et effectivement, dans les écoles primaires, on échangeait les doublons et effectivement, mais ça c'est les équipes, je dirais... l'ancienne équipe, les anciens joueurs et effectivement l'équipe comme Battiston, Bordeaux, l'FC Bordeaux, vous voyez, donc ça, et quand on avait terminé cet album, on était fiers de dire voilà, malheureusement il n'a pas été fini et puis voilà, après c'est une passion qui à un moment donné s'arrête et puis vous passez d'âge à âge et puis après vous n'y pensez plus et puis malheureusement, mais c'est aujourd'hui des Panini où ils sont très recherchés par rapport à des anciens joueurs. Moi j'avais eu l'occasion d'avoir fait l'OM, Marseille et Marius Trésor. Et j'ai eu l'occasion de manger avec Marius Trésor lors d'un championnat de France de foot sport adapté pour handicap. Et Marius Trésor était là. Et j'ai réussi à avoir justement l'autographe de Marius Trésor. C'était formidable, quoi. Super, c'est collector en tout cas. C'est collector. Et je l'ai encore, ça je l'ai encore. Et est-ce que Thomas Verbrugge-Delchambre a encore ses collections Panini? Mais moi j'en collectionnais pas. Ça vous étonne, mais non, je n'en avais pas. Il va falloir qu'on rectifie l'erreur. J'en ai à côté de moi, mais non, j'en ai jamais collé. Il est vide celui-là, donc vous allez pouvoir le commencer. Il y a qu'un seul joueur de l'équipe de France en plus dedans. Malheureusement, donc on va discuter avec la direction artistique de Télégoël pour faire un album Panini Télégoël. Ah ouais. Alors je ne sais pas s'il aura le même succès que celui de Noyelles-sous-Lens, mais en tout cas, si vous voulez tous les renseignements sur cet album, rendez-vous sur le Facebook d'ailleurs de l'US. Et il y a même une page Facebook d'échange de vignettes. Comme on ne peut pas trop se voir en ce moment, il y a une page Facebook, on commente, j'ai ça en double, est-ce que tu veux bien me le récupérer? Et on s'échange, donc ouais, c'est super. D'accord. En tout cas, on va ouvrir peut-être une cagnotte pour faire l'album Panini Télégoël et on a hâte de pouvoir coller la photo de Thomas Verbrugge-Delchambre. Mais avant d'échanger un Eddy Jonda contre un Thomas Verbrugge-Delchambre, eh bien, on va se centrer sur Bruno Pieckowiak. C'est l'invité d'Orzone. Bruno Pieckowiak, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du comité olympique départemental du Pas-de-Calais. Vous avez récemment été réélu à la tête de ce comité. Déjà, votre première réaction suite à cette réélection, c'est une grande fierté, c'est un accomplissement de durer aussi longtemps à la tête d'un organisme comme celui-ci?
Oui, tout à fait. C'est vraiment. Moi, j'ai repris mon premier mandat, c'était en 2013, et il fallait restructurer effectivement le comité pour aller vers de l'avant, pour avoir un professionnalisme à l'intérieur du comité départemental olympique. Et ça a été consacré au deuxième mandat. Donc, je suis arrivé au deuxième mandat. Le premier, ça a été vraiment une restructuration du comité. Deuxième mandat, ça a été une profilisation du comité. Et là, aujourd'hui, on est sur un troisième mandat, effectivement, qui va de l'avant, puisqu'il y a des grands projets devant nous. Il y a de grandes opportunités avec différents partenaires institutionnels. Donc, du coup, ce troisième mandat, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour le département, mais aussi important pour moi-même en tant que tête de liste, parce que c'était une liste qui était proposée avec un conseil d'administration. Et surtout, ma volonté de... Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'était aussi d'avoir une certaine dynamique dans ce comité avec de la jeunesse. Qui est à la fois aussi justement, moi ce que j'appelle souvent des sages ou des gens qui ont de l'expérience sur le terrain, mais aussi des jeunes qui veulent comprendre effectivement tout ce mouvement sportif. Et ça, c'est important de pouvoir mettre en place. Alors justement, si on doit définir les objectifs du comité olympique départemental en quelques mots, vous utiliseriez quel terme? Alors je dirais création, découverte, harmonie, engagement, aussi respect, amitié, excellence. Ouais, vous avez beaucoup de mots. Non, parce que déjà, les trois derniers, ce sont les mots qui sont apportés aux valeurs olympiques. Ouais. Mais ceux qui étaient avant, c'est quand même des habitudes importants parce que aujourd'hui, c'est toute une dynamique qui doit être remis, je dirais, sur le terrain par rapport à ce qui se passe avec la pandémie. Mais je pense beaucoup à la fois aux bénévoles, mais aussi à la fois aussi aux adhérents et aux sportifs. Et vous travaillez sur les Jeux Olympiques 2024 dans le département en fait? Tout à fait. Alors on travaille effectivement sur ce projet depuis maintenant quelques années, parce que bon, le fait qu'on a annoncé que Paris était... Enfin, moi je dis, alors quand on dit Paris c'est la ville haute. Les Jeux Olympiques c'est la France. Ça faut... Moi je dis à chaque fois, quand je peux le dire, je dis voilà, les Jeux Olympiques c'est la France. La ville haute, c'est Paris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque habitant, je dirais au niveau français, mais aussi ici dans le département, doit s'approprier de ce projet pour des raisons qui sont multiples, à la fois, si ce n'est que la célébrité. Alors justement, Thomas Verbouche-Delchambre, est-ce qu'on risque d'avoir des préparations qui vont se faire dans l'agglo de Lanciévin ces prochaines semaines? Certainement, Bruno, vous m'arrêtez si je me trompe, et il y a des infrastructures qui ont été listées auprès des délégations pour qu'elles s'installent dans le Pas-de-Calais en tant que base arrière pour s'entraîner avant les épreuves, c'est ça? Tout à fait. Alors il y a deux choses. Il y a à la fois le centre de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand vous parlez d'Olympique, il y a Paralympique. Bien sûr. Et il y a aussi le label Terre des Jeux. Donc il y a deux entité au travers des Jeux Olympiques et Paralympiques, au travers du label Terre des Jeux. Terre de Jeux, qu'est-ce que c'est? Alors Terre de Jeux. Alors le label Terre de Jeux, c'est ce que je disais juste avant, c'est une manière de pouvoir donner la possibilité à chaque habitant de s'approprier des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est-à-dire un engagement de la commune ou effectivement d'une association ou d'un comité départemental, de pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes labellisés et nous allons emmener avec vous la population, et notamment la jeunesse, mais aussi les plus anciens, de vivre au mois par mois, à l'année, justement, l'évolution de la mise en place de ces Jeux Olympiques. Par des manifestations ? Par des manifestations, par des conférences, justement par notre application, mais aussi par un engagement sous une forme de célébrité autour des clubs sportifs. Parce que là, on est vraiment dans un premier temps, tous les clubs sportifs doivent s'approprier de cette terre de jeu dans leur propre commune. Mais aussi les habitants, qui ne sont pas forcément adhérents. Comprendre qu'est-ce que c'est que les Jeux Olympiques aujourd'hui. C'est plus de 54 pays en même temps, c'est plus de 50 championnats du monde en même temps. Vous voyez, c'est quand même des choses qui sont importantes. C'est des milliers de spectateurs qui vont regarder ça à la télévision, donc c'est des moments forts. Donc si ce n'est que 1924, c'était les Jeux à Paris, et là on est en 2024, 100 ans après. Donc voilà. Mais on doit être aussi quelque part les gardiens de la mémoire. Donc je dis tout le temps, il faut savoir donner aujourd'hui à notre jeunesse la possibilité de comprendre ce que c'est que les Jeux Olympiques.
Qui a mis en place les Jeux Olympiques, le baron de Coubertin? De quelle façon, de quelle manière? Et comment c'est arrivé? Enfin, il y a des projets qui sont forts derrière les Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'aujourd'hui, chacun peut s'approprier. Et on aura l'occasion, effectivement, au travers des différentes radios, et notamment Télé-Goël, de pouvoir justement amener de l'information, amener aux habitants de la CAL justement de l'information sur l'évolution de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On en a parlé avec vous, donc ce label Terre de Jeux a été décerné à plusieurs communes, également à l'agglo de Lanciévin. Oui. Mais comment ces structures, comment ces communes ont-elles réussi à décrocher ce label? Est-ce qu'il fallait avoir un cahier des charges précis? Tout à fait. Donc pour pouvoir labelliser soit sa commune ou son comité, il fallait d'abord aller sur un cahier des charges qui se comporte sur 3 choses. Sur à la fois répondre à des critères qui sont comment vous allez célébrer ces jeux, ce label Terre des Jeux, comment vous allez vous engager, mais surtout aussi comment vous allez mettre en place l'héritage d'après. Parce que ça, c'est important, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça arrive en 2024. Qu'est-ce qu'on fait après 2024? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va s'approprier des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, mais après, il faut continuer. Donc, ce label Terre des Jeux, c'est aussi une façon de dire, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je continue à travailler sur cette thématique. Eddy Jonda, les Jeux Olympiques en 2024, est-ce que vous attendez ça avec impatience ou vous n'êtes pas un grand fan? Non, mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, surtout en France. On sait qu'il y a quand même une ferveur à chaque fois qu'il y a un événement organisé, un événement sportif. En France, il y a toujours une ferveur. Là, dans le Pas-de-Calais, j'espère voir quelques matchs de volley, ça peut être intéressant. Il peut y avoir d'autres sports aussi à découvrir, on ne sait jamais. Et on pourra voir les équipes dans des infrastructures, on en parlait tout à l'heure. Ça, ouais. Et là, c'est les images qu'on voyait défiler depuis tout à l'heure. Il y a déjà la Fédération française de volleyball et la section handicapée qui devrait s'entraîner à la salle Maréchal de Arnes. Là, ici, on voit... c'est quel stade déjà? Ça, c'est Billy-Montigny. Là, c'est le stade de Paul Guerre de Billy-Montigny. Sa piste d'athlétisme, le terrain et la salle devraient servir aussi de base d'entraînement pour le handball, bien sûr. Voilà, on va voir la salle. Et puis il y a aussi le centre de tir de Bully-les-Mines et la salle l'aréna Stade Couvert de Liévin. Sans oublier Mazagarbe qui, je crois, s'est positionné sur l'escrime et sur certains. Oui, mais on n'a pas encore d'avancée pour l'instant. On préférait ne pas trop s'avancer dessus. Oui, parce que plusieurs communes ont donné plusieurs sports, 4-5 sports, sans vraiment en définir un précisément. Donc il faudra attendre encore quelques jours, quelques semaines. Mais c'est surtout, on sait que le Pas-de-Calais est une terre de sport. Quand on voit les infrastructures qui viennent de se mettre en place, on peut se dire que les Jeux Olympiques dans le Pas-de-Calais pourraient se mettre en place aussi. Pas que Paris, du coup, comme vous disiez, la ville haute. Mais dans le Pas-de-Calais, on peut mettre en place des sports aussi pour les Jeux Olympiques, quoi. Bruno Piekovic, dernière question. Dans le cadre de cette préparation pour les JO 2024, est-ce que vous rêvez de voir une équipe en particulier venir s'entraîner ou même jouer des matchs de préparation dans l'agglo de Lanciévin ou même dans le Pas-de-Calais? Je dirais aujourd'hui le rêve du comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais, en sachant que derrière, il faut le savoir que le département du Pas-de-Calais a été sur le podium des labellisations Terre de Jeux nationales. Donc on est l'un des départements qui labellise le plus de labels Terre des Jeux. Donc, vous voyez, donc ça c'est une fierté de ce département de Pas-de-Calais, parce que je souligne aussi effectivement que le département accompagne toutes les associations sportives, les comités, pour pouvoir continuer à vivre avec cette pandémie. Et par rapport, je reviens sur les Jeux Olympiques, effectivement, l'idée c'est aujourd'hui d'avoir, dans ces centres de préparation des JO, d'avoir des équipes étrangères qui viennent nous voir. Parce qu'on a tellement un beau département, je dirais au niveau du tourisme, si ce n'est parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi une façon de travailler avec le tourisme. Vous voyez un exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez, je vais prendre un exemple, sur le sport équestre, l'équitation, vous avez le centre de préparation de Touquet qui a été labellisé, celui de Ardelot qui a été labellisé. Si aujourd'hui, et moi je sais que j'ai participé à des rencontres internationales, quand vous avez le Brésil, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui viennent, je me dis quelque part, ils connaissent déjà. Donc ils connaissent déjà certains centres de préparation des JO, le Stade Couvert de Liévin, avec le meeting d'athlétisme, où vous avez des équipes étrangères qui viennent. Donc ils connaissent déjà nos infrastructures. Donc là, le volley, moi je connais bien le volley parce que je connais très bien Arnes, ça a été l'une des villes qui nous a contactés
avec Monsieur Duquesnoy, avec le maire, il m'a dit, Monsieur le Président, j'aimerais bien qu'on puisse trouver un travail ensemble pour pouvoir travailler sur la ville de Varnes. Ben, sur le volley, je peux vous dire que, bon, c'est peut-être un scoop, mais il y a l'équipe d'Argentine qui pourrait venir ici prochainement au mois de juin, parce qu'il y a une Coupe Ligue Europe de volley. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, masculine ou féminine? Féminine, c'est féminine. Donc l'équipe d'Argentine viendrait prendre position pour pouvoir s'entraîner et voir un peu. Alors donc vous voyez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les centres. Alors j'oublie pas effectivement les centres. Il y a un centre aussi qui est magnifique aussi, qui est en train d'être rénové, c'est le parc d'Olin aujourd'hui, qui est aussi centre de préparation des Ménil-Lewis. Et là aussi quelque part, on va dire à la fois une préparation parce qu'il va y avoir des installations au top par rapport aux sportifs de haut niveau, mais aussi quelque part une façon d'être dans un espace vert, d'être tranquille. Enfin, on a aujourd'hui effectivement la possibilité de recevoir des équipes étrangères. Alors maintenant, moi ce que je dis aux responsables des centres de préparation des Jeux Olympiques, c'est déjà d'animer eux-mêmes leur information auprès des équipes étrangères, ne pas attendre que ce soit eux qui viennent frapper à la porte, de dire non, c'est déjà d'avancer effectivement la préparation avec eux. Et effectivement, et on a des équipes proches, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, qui pourraient aussi effectivement, qui seront pas très loin de la ville haute. Dans les prochaines semaines, donc, le Pas-de-Calais, ce sera la Champions League. Donc, pour Bruno Piekowiak, président du comité olympique et sportif du Pas-de-Calais. J'ai dit Champions League parce que vous avez un super album devant vous concernant la Ligue des Champions. Merci à vous donc d'avoir fait le déplacement. Et où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du comité départemental du Pas-de-Calais? Alors il y a effectivement l'application Sport 62. On vient de sortir un hors-série, parce qu'on continue quand même le magazine, papier, mais quand on a des hors-séries. Donc là, on vient de sortir le bilan de l'Olympiade qui vient de se dérouler. Donc on a sorti un hors-série qui est ventilé à toutes les communes, à toutes les agglomérations, à toute personne qui se trouve dans le monde du sport. Donc ça, c'est une chose. Et après, vous avez notre site internet, le site internet du CDOS 62, où il a été totalement remanié, où vous allez y retrouver effectivement tous les projets, parce que je pourrais être là pendant 2 heures à vous parler effectivement de tous les projets qui vont se mettre en place, et notamment avec les différentes agglomérations, et notamment avec la CAL, prochainement sur un grand projet qui s'appelle Impact 2024. Et ça, c'est très intéressant. Merci en tout cas à vous, Bruno Piekowiak. Donc lui, en tout cas, quand il passe, il laisse un sacré impact. C'est Eddy Jonda pour le point supporter. Bonjour Eddy Jonda. Bonjour. Ancien rédacteur en chef de MaiseInLens.com, journaliste sportif, vous suivez l'actualité du Racing Club de Lens chaque semaine, notamment pour RBM, la radio du Bassaminier. Lens l'emporte à Strasbourg dans le duel des Racing, 2-1. Victoire méritée ou victoire étriquée pour les hommes de Francaise? Alors à mes yeux, je pense que c'est une victoire méritée, dans le sens où d'habitude Lens joue contre des équipes qui sont très basses en défense, et ce coup-ci on a eu 2-3-5-2 face à face, donc on a eu 2 équipes joueuses, et on a vu que Francaise a changé son dispositif avant le match en mettant Kakuta, au lieu de le mettre en numéro 10, le mettre en pointe avec Branza. Et le changement, je pense qu'il a été bénéfique, même si aucun attaquant a marqué. Mais Simon Benza transparent. Surtout. Et je pense que le souci a été qu'il a l'habitude de jouer avec Sotoka, qui ce coup-ci était sur le banc. Donc le fait de le mettre en pointe avec Kakuta l'a peut-être un peu gêné. Mais le reste de l'équipe était au diapason, donc il n'y a pas eu de souci. Et on a vu du coup un Seko Fofana hyper offensif. D'habitude, on le voit un peu moins vers l'avant quand même. Un peu même si là, c'est toujours un tank, mais ce coup-ci, il a été hyper décisif du coup. Et son deuxième but, le but en atteste, parce que sur juste un contrôle orienté, il a éliminé toute la défense. Et donc du coup, la victoire est méritée, même si Strasbourg n'a pas démérité forcément. Mais au vu des stats, les stats sont plus favorables aux Alsaciens que Lensois. Strasbourg a eu la possession à 60% quasiment. Les Alsaciens ont frappé plus souvent au but, 17 tirs contre 12, mais ils n'ont pas beaucoup plus cadré, 5 tirs contre 4. 7 reprises de l'extérieur de la surface pour Strasbourg, 4 pour Lens. Les Strasbourgeois ont remporté plus de duels aussi, plus de corners aussi réalisés, mais Lens a eu plus d'interceptions, 8 contre 4, et enfin 10 fautes partout. Donc ouais, plus de stats en faveur de Strasbourg. Mais ce qui est étonnant, c'est que ils arrivent à augmenter leurs stats alors que leur début de match est catastrophique.
Le début de match de Strasbourg est vraiment, rien que le premier quart d'heure, il voit pas le jour. Et il y a le but d'Aïdara et il y a une balle de 2-0 qui aurait pu tuer le match. Et derrière, Lens prend un but sur la première occasion de Strasbourg, la première vraie occasion de Strasbourg. Et derrière, ils sortent du match, quoi. Et on aurait dit, en fait, c'était un peu symptomatique du match contre le Red Star, où Lens jouait un petit peu en sénateur. Et ils se sont un peu endormis en début de deuxième mi-temps. Et là, ça aurait pu être dangereux. Il y aurait pu avoir 2 ou 3 occasions franches pour Strasbourg. Mais ça s'est bien passé au final. Sur cette rencontre, il y a encore un joueur qui sort du lot, c'est Jonathan Klaus, donc, qui était d'ailleurs nommé encore une fois dans l'équipe type de la journée par nos confrères de l'équipe. Est-ce que c'est le joueur qui porte cette équipe, qui la tient vraiment, ou il est juste un rouage important d'un collectif? Il ne tient pas l'équipe. Déjà, il y a un collectif qui s'est mis en place depuis le début de la saison, même si tout le monde a pensé après la défaite contre Nice que la saison allait être compliquée. Finalement, tout le monde s'est bien mis en place. La tactique a été tout de suite prise par les joueurs. Il n'y a pas eu de problème d'adaptation. Et Jonathan Klaus, c'est un petit peu la surprise de la saison, dans le sens où on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Après sa saison en deuxième division allemande, on ne sait pas vraiment au début de saison s'il a le niveau pour la Ligue 1, mais là finalement il est toujours dans l'équipe type, il va faire partie des meubles à la fin. Mais là 2 passes décisives pour le match, et il fait encore 90 minutes pleines, même s'il sort à un quart d'heure de la fin. Et je pense que c'est le collectif qui est au service, il n'y a pas de joueur qui sort du lot, c'est l'équipe entière qui sort du lot cette saison. Et on va espérer peut-être une qualification en Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et à l'extérieur, ça marche bien, puisque le RC Lens n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. 4 victoires, 3 nuls. C'est la meilleure série, la deuxième meilleure série depuis 2005-2006, avec 10 matchs en déplacement sans défaite. Et à l'époque, le classement, c'était Lyon, qui devançait nettement Bordeaux, Lille, Lens et Marseille. Mais cette année, c'est PSG et Lille qui se battent par la première place, avec Lyon à 3 points derrière, Monaco 4 points derrière, et Lens 5e, 3 points devant Marseille, ce 7 un peu intergalactique. 7 matchs sans défaite à l'extérieur, c'est une belle stat selon vous? C'est une stat qui leur permet du coup de penser à la Coupe d'Europe, même si à domicile c'est un petit peu plus compliqué cette saison. Là, ils vont recevoir Lyon qui joue le titre, et là, ils vont avoir un calendrier démentiel pour la fin de saison, dans le sens où ils vont recevoir les 4 premiers, enfin, ils vont jouer contre les 4 premiers, donc ils vont surtout recevoir le LOSC en avant-dernière journée, ce qui peut être la journée du titre pour le LOSC et la journée de la Coupe d'Europe pour Lens. Et on verra comment ça va se passer, mais je pense que le calendrier va être compliqué et qu'il faudra prendre des points contre les équipes plus faibles, entre guillemets, cette saison. Le calendrier qui a été chamboulé cette semaine, Lens devait jouer un match amical contre Amiens à la Gaillette ce mercredi. Le match a été reporté à la suite de la découverte d'un cas de Covid du côté d'Amiens. Pas de match donc de préparation avant de recevoir Lyon. Est-ce que ça peut poser des problèmes? Est-ce que ça peut peser dans la balance pour les joueurs de Francaise et Dijon-Dun, ce manque de préparation? Moi je pense pas. Je pense pas que ça peut leur poser problème, où là ils vont avoir du coup un peu plus de repos, un peu plus d'entraînement entre eux pour mettre en place peut-être une nouvelle tactique. Je pense pas que Francaise changera son 3-5-2 pour la fin de saison, mais là le match contre Amiens aurait juste été un petit match histoire de se remettre en jambes, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un match amical pour être prêts contre Lyon la semaine prochaine. Bruno Piekowiak, vous suivez un peu cette équipe du Racing Club de Lens. Que pensez-vous de cette saison intergalactique? Moi, je suis déjà un supporter du Racing Club de Lens, mais à ma manière, je veux dire, bon, je pense qu'il y en a d'autres qui s'engagent, je dirais, fortement. Moi, je suis effectivement les résultats, que si ce n'est sur Internet, à la télé et tout. Mais moi, je me félicite d'avoir cette équipe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a ce merveilleux public qui est derrière cette équipe. Et puis, effectivement, on a toujours cherché depuis des années à essayer de mettre une équipe quand même qui se conforte dans cette Ligue 1. Et cette année, moi, je suis surpris de la cohésion de l'équipe, de cette motivation de gagner, mais surtout de dire, voilà, on prend des points, on assure le maintien, et aujourd'hui, on se retrouve 5e. Vous vous attendiez à cette 5e place? Du tout. Moi je pensais pas. Moi je me suis dit, milieu de classement, ils vont se maintenir, c'est très bien, ils pourront continuer à retravailler derrière pour l'année suivante. Et là, on les voit à la 5e place. Et est-ce qu'une saison comme ça peut améliorer l'attractivité du Pas-de-Calais pour justement les Jeux 2024?
Alors, ça peut. Alors, je dirais au niveau effectivement, de la relance. Je dirais de la relance du sport, et notamment au travers du foot, hein, parce que aujourd'hui, entre nous, il faut savoir que 30 à 35% de perte de licenciés sur l'ensemble des fédérations. Donc, vous voyez, donc le foot est impacté aussi. Donc, effectivement, d'avoir cette équipe de Lens qui vient dire. Ça peut ajouter au rayonnement. Au rayonnement, hein, et pas forcément sur Lens, de dire le gamin qui va jouer à Noël-sous-Lens, il est supporter de Lens, mais je veux jouer au foot, donc je vais jouer à Noël-sous-Lens parce que je veux jouer au football, parce que Lens, il est en Coupe d'Europe. Vous voyez, ça peut être aussi une façon aussi de pouvoir mettre en place une dynamique au travers de la relance du sport. Merci Bruno en tout cas, et puis on suivra avec attention Lens-Lyon, donc ce sera le premier samedi du mois d'avril, le 3 avril si je ne dis pas de bêtises. Ce sera un match à suivre à partir de 21h sur vos réseaux de communication. Merci beaucoup Eddy Jonda. Merci. Et merci également à vous Bruno Chécoliac, donc directeur, président décidément. On a un directeur, mais Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Ludovic Pelzik. Eh bien on le salue, donc on ne va pas lui piquer sa place. Un grand bravo à toutes les personnes qui ont travaillé autour de cette émission. Merci à vous Thomas Verbouche-Delchambre. Merci Fred, vous allez continuer à compléter votre album? Ah oui, bah là j'attends que le générique arrive et puis je vais terminer. Il me reste encore 3 vignettes à coller. Je le ferai après avoir remis mon masque justement. Un grand merci à vous de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux. Les reportages de Thomas Verbouche-Delchambre, vous les retrouvez sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas vos baskets et surtout en cette période très compliquée, prenez soin de vous. Et Thomas, Bien sûr, on n'oublie pas son masque. Et tout le monde le met, c'est très bien. le masque Télégoël en plus. Super. Ciao, bye bye, à bientôt sur Télégoël.